20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans cette heure d'information et de débat. Au menu des informés ce soir, le G7 au Japon qui a reçu aujourd'hui un invité d'honneur, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les élections en Grèce qui se tiendront demain. Nous parlerons aussi du déplacement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à New York. Dans une interview à l'AFP, il dit craindre une reprise de la menace islamiste en Europe. Et à la fin de l'émission, nous vous emmènerons au Festival de Cannes. Avec moi en studio, comme chaque samedi, j'ai le plaisir d'accueillir nos confrères de la presse étrangère. Et je commence par une consoeur. Tiens, Adeline Percept, correspondante pour la RTBF. Bonsoir. Paolo Levi, vous êtes un journaliste italien, vous êtes correspondant de l'agence ANSA. Nous avons aussi également avec nous Juan José Dorado, vous êtes journaliste espagnol. Buenas tardes. Buenas tardes. Et vous travaillez pour différents médias, vous êtes indépendant. Avec nous également un spécialiste des questions européennes et internationales, Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, auteur du livre « L'Europe a-t-elle un avenir » aux éditions Studirama. Bonsoir à tous les quatre, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'était bien sûr le chef d'État le plus observé aujourd'hui à Hiroshima, au Japon, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé à bord d'un avion français après avoir décroché hier le feu vert américain pour une livraison d'avions de combat F-16 qu'il réclamait depuis longtemps. Au Japon, le président ukrainien a enchaîné les réunions bilatérales. Nous allons écouter la fin de son entretien avec Emmanuel Macron. Je pense que c'est une occasion unique pour vous de discuter avec les dirigeants membres du G7, mais c'est aussi une opportunité d'échanger avec les pays du Sud invités afin de leur faire part de votre situation, de faire passer vos messages et de partager vos points de vue. Nous en rediscuterons, mais je pense que cela fera la différence. Sachez que depuis le début, la France est à vos côtés et que depuis que nous nous sommes rencontrés la première fois, lorsque je n'étais pas président. Oui, tout à fait, vous ne l'étiez pas encore. Nous sommes avec vous et nous le resterons jusqu'à la fin. Merci à vous pour votre soutien durant toute cette période. Patrick Martin-Genier, le président Emmanuel Macron a même dit que la venue de Zelensky à Hiroshima pouvait changer la donne. Pourquoi ? Eh bien écoutez, au moins il y a une chose, je ne sais pas si ça va changer la donne. Ce qui va changer la donne en réalité, c'est l'accord donné par le président américain Joe Biden, premièrement de former des pilotes pour les F-16, de donner l'autorisation aux États de l'OTAN et européens de livrer des avions de chasse. Effectivement, c'est un tournant en ce sens, un tournant collectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie pression sur la Maison-Blanche pour livrer des F-16. Donc effectivement, c'est un événement historique, la venue de Volodymyr Zelensky à Tokyo au sommet d'Hiroshima, c'est un vrai symbole. Le lieu où la bombe avait éclaté. Je suis allé à Hiroshima, c'est vraiment émouvant de voir effectivement ce qu'une bombe nucléaire peut faire. Et donc on peut dire en effet que c'est un tournant historique, en espérant que ces avions arriveront rapidement, car il y a nécessairement le délai de formation des pilotes. Et en cela, effectivement, cette réunion collective, cette décision qui est intervenue à l'issue d'une vraie pression de la part des Européens, une coalition européenne pour les F-16, va, à mon sens, effectivement, permettre d'accélérer le tournant de cette guerre. Et alors aujourd'hui, les dirigeants du G7 ont aussi appelé la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression contre l'Ukraine. Adeline Percel, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ? Est-ce que c'est de la communication diplomatique ? Est-ce que c'est réaliste ? Difficile question. Non, je pense que ça marque quand même une forme de fin de non-dit sur le rôle de la Chine, la fin de peut-être une certaine naïveté qu'on a eue au début sur la Chine. Et d'ailleurs, la Chine a réagi assez soudainement en se fendant d'un communiqué. Donc, ça veut quand même dire que diplomatiquement, il s'est passé quelque chose. Voilà, je pense que c'est pas ce G7 qui va forcément tout changer, mais en tout cas, il y a une forme de cap collectif qui a été donné et où, effectivement, pour une fois, on met la Chine devant sa responsabilité. Paolo Levi, vous pensez, vous, que
Ça peut changer la donne, cette visite Écoutez, au G7 du oui, les président choses Zelensky. sont visiblement en train de bouger. Il y a ces jours même un émissaire chinois, et c'est une première, qui est en train de faire une tournée en Russie, à Kiev pour la première fois. Il va venir très prochainement à Paris. Donc je pense que de la part de Pékin, il y a aujourd'hui une prise de conscience sur ses responsabilités, sur le fait que Pékin doit avoir un rôle plus actif dans la recherche d'une solution. Et jusqu'ici, hélas, la Chine n'a jamais condamné de façon claire et nette l'invasion russe de l'Ukraine. C'est une agression unilatérale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, même grâce à ce G7, la Chine est sous pression et a compris qu'elle a intérêt elle-même à bouger, parce que la Chine, c'est aussi un très, très, très important partenaire commercial de l'Occident. Et donc, nous sommes leur premier client. Donc, voilà. J'ai envie de prendre un peu de la température dans vos pays respectifs. Est-ce que l'Ukraine est toujours numéro 1 des sujets d'actualité ? Est-ce que l'Ukraine est toujours numéro 1 dans les préoccupations des opinions publiques ? Par exemple, chez vous en Espagne. Ce n'est pas du tout le cas, parce qu'aujourd'hui, l'Espagne est en pleine période électorale. Donc aujourd'hui, la préoccupation des Espagnols, c'est l'économie, c'est l'inflation, et c'est les élections qui vont avoir lieu le 28 mai, élections régionales et municipales très importantes en Espagne. Donc l'Ukraine reste importante, mais ce n'est pas du tout la première préoccupation des Espagnols aujourd'hui. On continue bien sûr de parler du G7 à Hiroshima au Japon, et bien sûr aussi de la guerre en Ukraine. Ce sera tout de suite après le Fil Info. C'est avec vous, Daniel Mestre, il est 20h10. La fête ne fait que commencer à La Rochelle, vainqueur pour la deuxième année consécutive de la Champions Cup de rugby, la grande compétition européenne. Il a fallu attendre les dernières secondes du match pour que les Français s'imposent. C'était il y a quelques dizaines de minutes face aux Irlandais du Leinster. Victoire avec un seul petit point d'avance, 27-26. Le sport, c'est aussi le football. Nantes est lourdement battu ce soir par Montpellier 3-0 lors de la 36e journée de Ligue 1. Les Nantais qui restent en grand danger de relégation à la 17e place au classement. Ils ont monté les marches du festival de Cannes sous les acclamations de la foule. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, pour la première fois réunis sous la direction du réalisateur Martin Scorsese. C'est l'événement de la soirée, la projection du dernier film du réalisateur italo-américain Killers of the Flower Moon. Projection qui a lieu en ce moment même. Un véritable projet de famille, dit ce soir Martin Scorsese sur le tapis rouge. La justice ouvre une enquête pour blessure involontaire après l'effondrement d'un balcon. Hier soir à Paris, 2 personnes sont toujours entre la vie et la mort ce soir après avoir chuté de 5 étages. La piste d'un défaut de construction est privilégiée. Et puis 30 000 personnes sont attendues au plus fort de la nuit ce soir dans l'Indre, tout près de Châteauroux. La 30e édition du Technival se poursuit. Festival interdit par les autorités qui craignent des débordements. 5 personnes ont été transférées à l'hôpital, dont une victime d'une morsure de vipère. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Nous allons rester un peu quand même sur ce sujet du G7. J'ai beaucoup de questions et je vais vous les poser comme ça, un petit peu à la volée. Et vous répondez, les chers informés, allez-y, vous répondez. Qui veut répond. Alors ce G7 est-il en train de dessiner finalement un nouvel ordre géopolitique ? Est-ce que l'on va vers une opposition Est-Ouest que l'histoire a déjà connue ? Est-ce qu'il est en train de justement changer la donne géopolitique, Paolo Levi par exemple ? Écoutez, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'élargir au maximum le front international de dénonciation de la guerre en Ukraine. Je pense que le G7 a aussi cette ambition-là. Et le front européen, qui est celui qui nous concerne de plus près tous, est très, très uni sur la guerre en Ukraine, malgré les différences politiques, par exemple, entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, qui, dans mon pays, est notre première ministre, qui est issue d'une force qu'on peut apparenter au Rassemblement national, ou en tout cas d'extrême droite, donc une famille politique complètement opposée à celle d'Emmanuel Macron. Malgré cela, l'Italie et la France et les autres partenaires, l'Espagne, l'Allemagne, ils sont tous unis sur
sortir du bourbier ukrainien. On a vu l'Allemagne qui a fait cette annonce très importante il y a quelques jours, 2,6 milliards d'euros en plus pour envoyer des armements et des aides à l'Ukraine. Donc je pense que l'Europe est présente au rendez-vous. Mais il est intéressant le mot que vous avez utilisé, Paolo Levi. Vous avez dit le front. Alors Patrick Martin-Genier, est-ce que ce front va rester jusqu'au bout, un soutien militaire? Est-ce que les alliés de Zelensky vont réussir, les alliés occidentaux, vont réussir à ne jamais basculer vers cette position de co-belligérant dont il ne veut pas du tout. Oui, mais vous savez, on en discute régulièrement. On a des concepts juridiques qui sont assez effectivement stricts. On disait la co-belligérance, c'est quand nous rentrerons en guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un concept qui est en train d'évoluer, car nous sommes en plein dans ce conflit. On est allé très loin. On a fourni beaucoup d'armements, une assistance militaire, stratégique, humanitaire. Et donc, évidemment, la co-belligérance, ça voudrait dire que nous sommes en guerre. Sur le terrain. Mais en réalité, nous sommes en guerre. Et je crois que c'est un concept qui est aujourd'hui en train d'évoluer. Il y a une coalition internationale dont le chef, manifestement, ce sont les États-Unis. Nous sommes restés toujours solidaires. Et ce sommet du G7 à Hiroshima l'a montré de façon exemplaire. Parce qu'on disait toujours, nous allons nous diviser. Il y a des élections dans tel ou tel pays. Il y a des difficultés économiques. Le coût de la vie augmente. Le panier de la ménagère ou du ménager augmente de 30%. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, malgré tout, on s'aperçoit que si nous voulons conserver notre liberté, la démocratie, il faut se battre aux côtés des Ukrainiens. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce que le G7, ça représente un nouveau monde? En réalité, le G7, vous savez, c'est une structure internationale qui est vieille de plus de 40 ans. Ça remonte au sommet de Rambouillet dans les années 70 sous Valéry Giscard d'Estaing. Et aujourd'hui, le G7 est concurrencé par d'autres États. On a le Brésil, l'Afrique du Sud, d'autres pays qui font partie de ce qu'on appelle le BRICS. C'est des pays qui sont émergents. Et donc, nous sommes en concurrence avec d'autres États. C'est fini le G7 C'est daté? Je ne pense pas que ce soit fini, mais en tout cas, il est extrêmement concurrencé. Nous sommes aujourd'hui face à un monde qui n'est plus bipolaire, États-Unis, Russie ou autre. Il y a des puissances qui veulent effectivement s'affirmer. On a les États-Unis, on a la Russie, mais aussi la Chine, on a les pays africains, l'Inde également, qui est une grande puissance, qui en termes démographiques a dépassé la Chine. Et donc, effectivement, les vieux schémas des années 60-70 est, à mon sens, révolu. Je vois que votre voisin Juan José a... Barack Obama avait déjà théorisé ça quand il était président en disant on est dans un monde multipolaire. C'est une de ces phrases, vous savez, qui reste dans l'histoire. Il a tout à fait raison. Malgré ce que vous venez de dire, au fond, on voit bien que sur d'autres thèmes que celui de l'Ukraine, on a des pôles avec des intérêts. Et c'est exactement ce qui se passe depuis que Barack Obama ait prononcé cette fameuse phrase. Et je pense que là, ce nouvel ordre mondial, c'est celui-là. Et il ne faut pas avoir de naïveté sur... Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, Je suis plus ou moins d'accord. C'est vrai que G7, il y a quand même plusieurs objectifs qui sont cherchés. D'un côté, montrer un front commun, montrer qu'on est avec l'Ukraine, envoyer un message fort à la Russie, mais aussi un message très fort à la Chine. Parce que la Chine, elle est là. Elle est tout le temps là. Et tous les messages, il faut les comprendre comme ça. On dit aussi à la Chine, écoutez, on est avec la Russie, on est avec l'Ukraine, mais demain, on sera avec Taïwan peut-être. Donc, attention à ce que vous faites. Donc, il y a ces deux plans. Et surtout, on parle des politiques et beaucoup moins d'économie. Même si on a parlé d'économie, on a plus ou moins envoyer des messages à la Chine pour qu'ils n'utilisent pas l'économie comme arme diplomatique. Mais c'est vrai que G7 est beaucoup plus géopolitique aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Mais vous avez raison, les messages à la Chine ont été très clairs. Mais il y a aussi les messages peut-être officieux à la Russie. Quels sont-ils, Patrick Martin-Genier ? Je crois que le message très clair est de dire à la Russie, vous n'allez jamais remporter une victoire en Ukraine, vous n'y arriverez pas. Très clairement, il y a une unité, c'était l'unité autour de l'Ukraine. Cette unité a été exemplaire lors de ce sommet d'Hiroshima. Donc c'est très clairement un signe en direction de la Russie en disant, quelles que soient les alliances que vous pourriez tisser, notamment avec la Chine, vous n'y parviendrez pas. La preuve, c'est qu'on va lancer l'autorisation de lancer des avions, de donner des avions. Et vous l'avez dit, c'est aussi un message pour la Russie, mais
mais via la Chine. Le communiqué du G7 qui a été publié est très clair en disant à la Chine, voyez, nous allons préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vous n'avez donc pas intérêt à attenter à l'intégrité territoriale, notamment vis-à-vis de Taïwan, mais aussi en mer de Chine orientale, où il y a également de conflits territoriaux, mais aussi en Inde, où il y a aussi des conflits avec la Chine. Et donc, très clairement, c'est une affirmation du respect sacralisé de l'intégrité territoriale de l'ensemble des pays. Le G7 dit à Vladimir Poutine, la Russie ne gagnera pas. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on entend depuis le début ? Oui, mais vous savez, vous l'avez dit, il y avait quelques divergences avec certains États. Regardez, même la Hongrie aujourd'hui menace de bloquer des aides militaires à l'Ukraine, donc il y a des divergences. Et on se rappelle aussi, le président Macron a rencontré Volodymyr Zelensky aujourd'hui, mais le discours de la France n'a pas toujours été aussi clair qu'il l'est aujourd'hui. Et il avait été critiqué. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est trop tard aujourd'hui. Nous sommes trop engagés, on ne peut pas rester au milieu. Et très clairement, la seule solution, c'est la défaite de la Russie. Non, même parce que, oui, Paolo Levi. Disons que une défaite de la Russie, ça voudrait aussi dire la réaffirmation du droit international, c'est-à-dire de rétablir au niveau mondial qu'il n'existe pas de loi du plus fort, mais que, grâce à Dieu, nous sommes organisés après des efforts séculaires dans un monde qui est organisé sur la base d'un état de droit et de règles internationales que tous les acteurs doivent respecter. La Russie a bafoué de façon spectaculaire et sanguinaire ce droit international. Donc, disons, il y a aussi cet enjeu-là. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas anodin, et c'est le fait que ça a permis à l'Inde d'être là, l'Inde qui est un des pays qui a du mal à condamner et qui aide, entre guillemets, la Russie. Donc, la rencontre Zelensky avec le Premier ministre indien, ça permet aussi de saper un peu, justement, l'influence que la Russie pouvait avoir sur d'autres pays. On va quitter le G7, hein. Sauf si, Adeline Persep, vous avez un tout petit mot à ajouter. Non, je trouve que c'était très complet. On s'auto-congratule, c'est pas plus mal. J'ai pas mal voyagé ces derniers jours parce qu'il y avait les ponts. Je suis rentré à Rome, je suis allé dans d'autres capitales européennes. Et je me suis rendu compte que nous sommes quelque part déjà l'Ukraine, à Paris, à Rome. On est l'Ukraine. Je circulais dans les rues de ma ville à Rome et je voyais des voitures avec les plaques d'immatriculation UA, Ukraine. La même chose à Paris. L'Ukraine, elle est avec nous. Nous sommes déjà l'Ukraine. C'est pour ça que cette guerre, c'est aussi la défense de nos valeurs, quelque part. Mais il est 20h20, donc je vais vous interrompre, hein, Paolo Levi, pour le fil info avec Damien Mestre. Le maire de La Rochelle décrit une victoire inimaginable. Le Stade Rochelais remporte ce soir la Champions Cup de rugby, la grande compétition européenne pour la deuxième année consécutive. Victoire au bout d'un match totalement irrespirable, 27-26 face aux Irlandais du Leinster. Le maire de La Rochelle qui salue des joueurs extraordinaires et décrit une marée humaine qui déferle actuellement sur le vieux port de la ville. Eux continuent d'affluer dans l'Indre, les festivaliers qui célèbrent la 30e édition du Technival, événement interdit par les autorités, mais ils sont quasiment 30 000 à y participer. Plus de 300 gendarmes sont actuellement mobilisés. 5 personnes ont dû être évacuées à l'hôpital. Une nouvelle action symbolique à Cannes, en marge du festival. Une quinzaine de militants d'Attaque ont déployé cet après-midi une banderole dans le port de la ville. Ils dénoncent la pollution causée par les yachts. Banderole sur laquelle on peut lire « Ne laissons pas les ultra-riches détruire la planète ». Sur le tapis rouge, l'événement de la soirée, c'était bien sûr la montée des marches de Martin Scorsese, accompagné de ses deux acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Ils viennent présenter Killers of the Flower Moon, film de 3h30 actuellement en cours de projection. Et puis lui disait être le fils d'Alain Delon. Harry Boulogne est mort, photographe de 60 ans. Son corps a été retrouvé dans son appartement parisien la nuit dernière. Jusqu'au bout, Alain Delon avait nié être le père de Harry Boulogne, dont la mère n'était autre que la célèbre chanteuse Nico du Velvet Underground. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Je vous l'avais promis, on quitte le Japon, on quitte Hiroshima pour aller en Grèce, parce que demain, les Grecs sont appelés aux urnes pour des élections qui s'annoncent incertaines. Hier, le Premier ministre sortant, Mitsotakis, dirigeant de la droite, et son principal adversaire, l'ex-Premier ministre Tsipras, chef de la gauche, tenaient leur dernier meeting. On les écoute.
Reconnaissons ici que le premier message des élections devrait être un message de stabilité et de bonne gouvernance. Signe que la nation sera dirigée par des mains fortes et expérimentées. Dimanche, avec le vote du peuple grec, nous dirons bonne nuit à M. Mitsotakis et bonjour au changement. Pour une nouvelle Grèce pleine d'espoir, de certitude et de perspectives. Alors pourquoi ces élections sont particulièrement intéressantes? Parce que c'est la première fois que le régime parlementaire grec est soumis au scrutin à la proportionnelle à un tour qui devrait normalement obliger le gagnant à former une coalition. Et dans cette coalition, il se murmure déjà qu'il y aurait forcément des partis hors système, comme celui qui a été créé par l'ex-ministre des Finances de Tsipras, Yanis Varoufakis. On va l'écouter et on en parle tout de suite après. Je prendrai ma revanche quand ce pays redeviendra viable économiquement, que le peuple sortira de la prison de la dette dans laquelle nous nous sommes englués en 2015. Alors Paolo Levi, est-ce que des pays comme la Grèce, qui sont englués, il dit, c'est vrai, qui vit cette crise depuis 15 ans, est-ce que finalement c'est une fatalité pour des pays comme ceux-là de finir avec un gouvernement où des populistes siègent? Écoutez, déjà, il faut prendre bien note que l'Europe a beaucoup évolué depuis la première crise de la dette en Grèce. Il y a eu ce que je considère une révolution copernicienne dans l'histoire de l'intégration européenne, qui a été le plan de relance qui a été adopté face à la pandémie en juillet 2020 et qui, pour la première fois, a introduit une forme de mutualisation de la dette. Donc, c'est vraiment une forme de fraternité européenne qui s'est mise en place dans une sorte de mea culpa, notamment de pays un peu plus rigoristes comme l'Allemagne sur cette discipline peut-être trop orthodoxe sur les comptes publics. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a basculé de très, très important. De l'autre côté, il y a eu la suspension du pacte de stabilité et de croissance qui est encore suspendu jusqu'à l'année prochaine. Il y a une réforme qui est en discussion à Bruxelles, très, très importante aussi, sur le pacte de stabilité pour chercher de rendre ces règles un peu plus flexibles. Donc, disons que je pense que l'Europe a compris la leçon des années 10-15 de la grande crise de la dette et elle a compris que sans croissance, on risque justement d'étrangler ces pays comme la Grèce. Et on va voir ce scrutin, qu'est-ce qu'il va dire. L'issue est très, très incertaine. La droite de Mitsotakis sort son joker, c'est-à-dire nous, on vous garantit la stabilité. Les autres, ils promettent, face à l'inflation, la hausse des salaires, un État social plus fort qui a été démantelé en Grèce. Moi, j'ai connu plein de... Mais quand même, dans les rues de Grèce, on entend la jeunesse, la contestation sociale, qui a tendance à vouloir voter pour les partis hors système ou carrément s'abstenir. C'est un des grands risques. Juan José Dourado. C'est ce qui est compliqué en fait avec les scrutins du week-end, c'est justement ce qui va se passer après avec ce nouveau système de vote à un seul tour. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la même chose est arrivée entre guillemets, si vous voulez, en Espagne. Les indignés, qui a vu l'émergence d'un parti entre guillemets radical ou populiste avec Podemos. Mais ça, c'est arrivé avant, du côté de l'Italie, avec Pepe Grillo, qui a aussi profité d'un malaise économique et social du pays. En fait, la Grèce va vivre quelque chose que d'autres pays européens ont déjà vécu. Aujourd'hui, c'est vrai, on saura lundi si on est capable ou non en Grèce de former un gouvernement. En tout état de cause, ça mettra de toute façon les partis politiques face à leurs responsabilités par rapport aux jeunes, mais par rapport à la population en général. Il est de supposer qu'il y ait des nouvelles élections, sincèrement, au mois de juillet, si on n'arrive pas à conformer un gouvernement. Cela dit, vous êtes d'accord ? On a déjà vécu ailleurs ça, donc laissons un peu d'espace justement aux Grecs pour montrer que la démocratie est née en Grèce et qu'elle vit toujours en Grèce. Oui, mais ce peuple grec a beaucoup souffert ces dernières années.
beaucoup souffert du fait aussi, on va dire, de l'incompétence de certains dirigeants grecs qui, par exemple, en termes de fiscalité, ont laissé filer la dette. Et ce qui fait que c'était un pays qui était au bord de la ruine économique. Et c'est grâce à l'Union européenne, effectivement, qu'ils s'en sont sortis, avec le gouvernement de M. Tsipras. Et donc, voilà. Mais là, je veux dire, la purge a été tellement importante, tellement difficile pour ce peuple, avec la diminution des pensions, la diminution des salaires, des fonctionnaires qui n'étaient plus payés, avec ce qu'on a appelé la tutelle, vous savez, du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et puis de la Banque européenne, enfin de la Banque européenne, BCE, et la Banque centrale européenne. Eh bien, c'était tellement dur qu'ils ont beaucoup souffert. Mais c'est l'Europe qui les a sauvés. Ce qui a permis à M. Mitsotakis, d'ailleurs, d'arriver au pouvoir. Et une chose très importante, c'est le dramatique accident de train qui s'est produit ces derniers mois, qui a fait plusieurs centaines de morts, essentiellement des jeunes qui allaient retourner à Athènes pour étudier. Et cela, ça n'est jamais passé. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les services publics sont en état de délabrement. Et aujourd'hui et demain, ce que vont payer les partis politiques, et peut-être le gouvernement, c'est surtout ça. Et c'est l'Union européenne qui avait non, c'est l'Union européenne qui a été montrée du doigt par les nombreuses manifestations, justement. Mais moi, je retourne sur l'histoire de la Grèce et je dirais que les mots de la Grèce sont les mots de l'Europe. L'abstention, la montée des extrêmes, et je souscris à ce que vous avez dit, il y a un problème européen et tous les dirigeants politiques et toute la société doivent répondre à ce problème. Restez avec nous, on va continuer ce débat endiablé, mais tout à fait courtois. Je vous sens particulièrement en forme ce soir et j'en suis ravie. Restez avec nous, la deuxième partie des Informés arrive tout de suite. La France coupée en deux et à l'envers, soleil au nord, grisaille au sud. Nous en avons pris l'habitude, cette configuration météo va perdurer pendant une dizaine, voire une quinzaine de jours. Demain, dimanche, les retours de week-end de l'Ascension pourront donc se faire sous la pluie. Une instabilité qui va même s'étendre au nord-est dans l'après-midi, mais c'est malheureusement toujours trop tard pour recharger les nappes phréatiques. Températures assez homogènes. Au réveil, elles sont comprises entre 8 et 17. L'après-midi, ça grimpe, notamment en Alsace, sous l'influence d'air plus doux venus de l'est. 26 à Strasbourg, 24 à Nancy. Et globalement, des températures là encore de saison. Lundi, on aura encore des averses, sauf sur les régions des Pays de la Loire aux Ardennes. Et puis mardi, à peu près la même configuration, des températures toutefois légèrement en baisse. Mercredi, la zone d'instabilité se réduit un peu et la majeure partie de la France connaîtra un temps sec et lumineux. Profitez bien de votre week-end et bonne soirée sur France Info. Merci d'être avec nous sur France Info. On fait un point sur l'actualité avec d'abord la victoire renversante des Rochelais en rugby. Le Stade Rochelais qui remporte la Coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive. Et face au même adversaire, les Irlandais du Leinster, victoire de justesse 27 à 26. Les Maritimes n'ont en fait pris l'avantage que quelques minutes avant la fin de la finale avec un essai transformé. Les Rochelais n'ont donc réussi à l'emporter alors que les Irlandais avaient fait une entame de match parfaite en inscrivant 3 essais dans le premier quart d'heure. Voilà donc les images de la joie des Rochelais puisque c'est bien le club français qui s'impose et qui réalise un doublé exceptionnel. Et en voilà l'essai de la gagne, l'essai transformé en fin de rencontre qui permet donc au Stade Rochelais de remporter cette grande coupe européenne. L'actualité, c'est aussi l'Ukraine et le chef de la milice Wagner qui affirme aujourd'hui avoir conquis l'intégralité de la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. C'est dans cette vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram que Evgeny Prigojine dit avoir pris le contrôle total de cette ville. Aujourd'hui à midi, Bakhmout a été prise dans sa totalité. L'opération de la prise de Bakhmout, le H-Viande de Bakhmout, a duré 224 jours. Voilà donc ce que dit Wagner, mais l'Ukraine assure de son côté avoir toujours le contrôle de certaines zones de Bakhmout. On retrouve notre envoyé spécial en Ukraine, Maryse Burgot. Si cette victoire était confirmée, Maryse, est-ce que ce serait vraiment une victoire pour la Russie ?
Si cette information se confirme, c'est une victoire pour les Russes, mais c'est aussi paradoxalement une défaite. Une victoire, oui, parce que Moscou peut dire ce soir qu'il a la totalité de cette ville de Bakhmout, même si les Ukrainiens disent ce soir se battre encore à l'entrée ouest de la ville dans des infrastructures industrielles. Kiev reconnaît quand même une situation très critique, mais c'est aussi une défaite parce qu'il faut réaliser qu'il a fallu 224 jours aux troupes de Yevgeny Prigojine pour prendre cette ville. D'ailleurs, c'est une ville totalement en ruine dont ils se rendent maîtres ce soir. Il faut aussi réaliser que les troupes de Kiev, en continuant à se battre à Bakhmout, ont fixé les troupes de Wagner dans cette ville, ce qui les a empêchés de se déployer sur d'autres fronts. C'est donc une victoire sans gloire. D'ailleurs, Yevgeny Prigojine annonce ce soir qu'il va quitter la ville dès le 25 mai pour laisser les clés aux troupes régulières russes, comme s'il voulait oublier au plus vite ce cauchemar. Maryse Burgon, notre envoyé spécial en Ukraine. À la une également ce samedi, ce sont les feux de forêt qui embrasent l'ouest de l'Espagne dans la région d'Estrémadure. Quelques 8500 hectares ont été détruits à la frontière avec le Portugal. Des moyens considérables sont déployés sur place. Les pompiers ont bon espoir de circonscrire bientôt l'incendie, même s'il est loin d'être maîtrisé. 700 habitants ont dû être évacués et leur retour chez eux n'est même pas envisagé pour le moment. Retour en France, la fête continue dans l'Indre avec toujours plus de fêtards, jusqu'à 30 000 personnes attendues ce soir pour le Teknival et des secouristes très mobilisés. On dénombre 5 personnes en urgence absolue. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Tout de suite, place aux informés. Excellente soirée à tous sur France Info. – 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Et dans cette deuxième partie des informés, nous allons débattre des propos de Gérald Darmanin qu'il a tenu dans une interview à l'AFP alors qu'il était en déplacement à New York hier. Et puis nous partirons aussi, je vous l'ai promis, à Cannes en fin d'émission. Je suis toujours en compagnie de nos confrères de la presse étrangère. Aline Percept, vous êtes correspondante pour la RTBF. Paolo Levi, vous êtes correspondant italien pour l'agence de presse ANSA. Juan José Dorado, journaliste indépendant espagnol. Et puis aussi avec nous également Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studierama. Alors je vous propose donc de nous pencher maintenant sur les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tenu, je le rappelle, dans un entretien à l'AFP à New York. Le ministre de l'Intérieur qui a demandé aux Américains un renforcement de leur coopération antiterroriste et anti-grande criminalité en vue notamment des Jeux Olympiques de 2024. Il s'est alarmé d'une reprise de la menace terroriste islamiste en Europe. Je vais vous lire exactement ces propos. On est venu leur rappeler que pour les Européens, dit-il, et pour la France, le risque premier est le terrorisme islamiste sunnite et que la collaboration antiterroriste entre services de renseignement est absolument indispensable. Sans évoquer de menaces précises, Gérald Darmanin a affirmé le risque reprend en matière de terrorisme islamiste, une menace endogène de personnes sans réseau mais qui, se radicalisant, passent à l'acte en quelques heures, en quelques jours, et il y a le risque exogène, des gens de l'extérieur organisés qui reviennent en France faire un attentat type Bataclan. Type Bataclan, je répète, parce que ces mots sont encore à vif dans la mémoire collective des Français. Patrick Martin-Genier, pourquoi cette communication à ce moment-là? Est-ce que vous en comprenez les objectifs? Écoutez, c'est effectivement assez étonnant de tenir ces propos aux États-Unis, mais lorsqu'on comprend qu'il s'agit en réalité, si j'ai bien compris, de pouvoir doper la coopération judiciaire et policière entre la France et les États-Unis, il y a, paraît-il, un accord de 2016. Peut-être le ministre Darmanin a-t-il des informations sur le risque terroriste qui, à mon avis, a toujours existé. Il n'a pas disparu.
Il a voulu dire qu'il faut renforcer la coopération. Il a dit aux États-Unis, vous avez un risque terroriste. C'est quoi? C'est le risque suprémaciste, c'est le risque d'extrême droite. On a bien vu les attentats antisémites aussi aux États-Unis qui se sont multipliés au cours de ces dernières années. Et M. Darmanin dit en France, c'est un risque d'attentat. Effectivement, on a vu aussi des menaces contre une synagogue en Tunisie. Ça peut arriver en France également. Donc le risque terroriste islamiste est présent. Et donc il a sans doute voulu appeler l'attention des Nations Unies et des États-Unis sur la nécessité de renforcer cette coopération. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'aller dire aux États-Unis que le risque terroriste est très fort en France et qu'en réalité, venir demander effectivement un renforcement de la coopération, il faut espérer que cette coopération est extrêmement efficace et permanente. Adeline Percept, est-ce qu'il y a les mêmes inquiétudes en Belgique? Est-ce qu'on parle de ces possibles attentats? Alors, mais la Belgique et la France sont en parallèle sur ces questions, parce que vous vous souvenez qu'en Belgique, en 2016, il y a eu des attentats suicides, même cellule que les attentats de 2015 à Paris. Donc depuis lors, il existe même un format qui s'appelle le format Val-Duchesse, où les deux pays se rencontrent à tous les niveaux. Sur la sécurité, ça veut dire les ministres de l'Intérieur, ça veut dire les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et toute l'administration et les gens clés dans ces administrations. Ça marche, la coopération. Et moi, je n'ai pas été surprise par les propos de Gérald Darmanin pour deux raisons. La première, c'est que sur le terrain, la police le dit, que pour les JO, tout le monde est en train d'être sur les dents. Et la deuxième, c'est qu'en Belgique, justement, il y a eu très récemment un certain nombre de coups de filet, un certain nombre d'arrestations, et notamment, il y a à peine quelques semaines, 7 Tchétchènes qui étaient prêts à œuvrer, si vous voulez, pour commettre des attentats en Belgique. Il se trouve que la Belgique et la France ont choisi de tout partager en termes d'information. Les fichiers S, la Belgique est au courant immédiatement. Et ça fonctionne bien? Ça fonctionne. On en est sûr? Ça fonctionne. Il n'y a quand même pas eu d'attentat majeur depuis quelques années. Donc là, très franchement, ça fonctionne. Et je comprends, moi, pourquoi Gérald Darmanin est allé le demander aux États-Unis. Ce n'est pas anodin en vue des JO. Alors, et je rappelle aussi que la filière tchétchène, elle a aussi œuvré aux États-Unis, bien malheureusement, en 2013 à Boston. Donc, il y a très certainement des informations que Darmanin essaye d'avoir et qu'il n'a pas obtenues. Vous êtes d'accord, Paolo Lévy? Oui, écoutez, il faut prendre... on est obligés tous à prendre très, très au sérieux les propos d'un ministre de la République. Et s'il le dit, c'est qu'il a des éléments pour le dire. Il faut peser les mots. Il utilise des mots très, très forts, comme vous l'avez très justement rappelé. Et je pense qu'on est quand même à la veille, à moins de 500 jours d'un événement majeur. C'est un des événements les plus... Avec la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques sont l'événement mondial le plus important qui existe. Donc, tous les yeux vont être braqués sur la France. C'est clair que la question de la sécurité devient un impératif absolu. Et Darmanin est en train de préparer le terrain pour cela, justement. On continue de débattre de cette communication alarmiste de Gérald Darmanin depuis New York. Ce sera tout de suite après le Fil Info, puisqu'il est 20h40, le Fil Info avec Damien Mestre. La confusion règne à propos de la situation à Barmout sur le front ukrainien. Le groupe paramilitaire Wagner annonce aujourd'hui avoir pris totalement le contrôle de cette ville emblématique dans l'est du pays. Wagner qui dit prévoir passer le relais aux soldats russes la semaine prochaine. Des Russes qui devraient donc contrôler cette ville. Mais l'Ukraine dément, parle d'une situation critique et assure que certaines parties de la ville sont encore sous son contrôle. Dans le même temps, le président ukrainien est arrivé aujourd'hui au sommet du G7 à Hiroshima. Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu pour la première fois depuis le début du conflit avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui assure que l'Inde fera tout son possible pour trouver une solution au conflit. Jusqu'à présent, l'Inde a toujours refusé de condamner l'invasion russe. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a dû écourter sa participation au G7, de retour dans son pays pour être aux côtés des sinistrés après les très violentes inondations qui ont frappé le nord du pays. 14 morts, selon le dernier bilan provisoire, près de 40 000 personnes ont dû être déplacées. Les basses de la musique techno
techno continue de résonner dans le village de Villegongy dans l'Indre, tout près de Châteauroux. Près de 30 000 personnes sont en train d'affluer pour le Technival, festival interdit par les autorités. Plus de 300 gendarmes sont actuellement mobilisés. Et puis La Rochelle sur le toit de l'Europe. En rugby, victoire ce soir 27-26 en finale de la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster. Match tout simplement sublime, réagit ce soir le club sur les réseaux sociaux. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Et dans les informés, nous restons quand même un peu sur ces propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis New York. Gérald Darmanin qui a même déploré le départ des Américains d'Afghanistan et aussi des Français de la zone du Sahel. Alors, vous comprenez cette communication, vous qui êtes espagnol, Juan José Dorado ? La première question que je me pose, c'est pourquoi Darmanin fait ses déclarations à New York. En même temps, Macron et Joe Biden sont ensemble à Hiroshima. Peut-être qu'ils vont en parler, j'espère. Donc, deuxième chose, qu'ils parlent effectivement du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, c'est normal. Du retrait des troupes de l'opération Barkhane, qui sont allés pour terminer ou essayer d'éradiquer les groupes djihadistes, mais on n'a pas réussi. Je comprends cette préoccupation. Effectivement, il y a le problème tchétchène, il y a la guerre en Ukraine avec la Russie qui pourrait utiliser effectivement les Jeux Olympiques, la visite du pape, le mondial du rugby, pour essayer d'aider des groupes terroristes comme Wagner est déjà installé en Afrique. Donc ça, je peux le comprendre. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que depuis 2004, les attentats de Madrid, la coopération antiterroriste et anti-djihadiste en Europe a été énormément renforcée, mais aussi avec les États-Unis. C'est bien qu'il aille rappeler les États-Unis à ses obligations en lutte contre le terrorisme, mais d'abord, ça se passe en Europe. La coopération, elle marche, je crois que vous l'avez dit, par rapport à la Belgique, par rapport à l'Espagne, par rapport aussi à l'Italie. Oui, mais ça marche aussi. Est-ce qu'il faut s'intéresser après ? C'est aussi à ce qui se passe en France, puisqu'on sait que la plupart des terroristes sont belges ou sont français. Donc après, il faut suivre de près ce qui se passe ici. C'est bien qu'on aille frapper à la porte des Américains, mais attention, ce n'est pas de la diversion non plus, mais le problème reste quand même un problème européen, essentiellement européen. Patrick Martin-Jeunier, vous vouliez réagir ? Oui, naturellement, la lutte contre le terrorisme est essentielle. Je crois qu'il faut faire confiance, comme dit Paolo, au ministre de l'Intérieur. Mais je crois que M. Darmanin est dans une position, depuis quelques semaines, qui montre qu'il est dans une autre perspective. Si Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a vu qu'il a critiqué l'Italie, Mme Meloni, sur la politique migratoire. On peut ne pas être d'accord avec Mme Meloni. Et bien sûr que cela a mis le Quai d'Orsay dans l'embarras. Et je crois qu'il se positionne aujourd'hui. Vous voyez, quand il critique les États-Unis, c'était une décision souveraine du président américain. Le départ des troupes Barkhane du Sahel, c'était une décision politique du président de la République. Et il semblerait qu'il se positionne, si vous voulez, dans le cadre des prochaines perspectives électorales. Mais alors, est-ce qu'il parle en son nom ? Oui. C'est cette question que l'on se pose quand on l'entend déplorer. Effectivement, vous avez raison, le départ de l'opération Barkhane. Est-ce qu'il parle en nom de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ou du président de la République ? Écoutez, ça, il faut demander à M. Macron. Je ne pense pas que critiquer une décision du président de la République qui a été prise en plus collectivement après concertation avec les autorités militaires, je ne pense pas peut-être que M. Macron appréciera le président de la République. Pourquoi ? Parce que M. Darmanin se place, je dirais, presque au niveau d'un chef de gouvernement qui pourrait critiquer des positions de certains États. Et je pense qu'en arrière-plan, il y a un positionnement comme d'autres, comme M. Le maire peut-être, ou d'autres personnalités qui se placent dans une position pour les prochaines élections présidentielles, même si c'est dans 4 ans. Aujourd'hui, c'est l'après M. Macron qui est en cours. Et le fait que M. Darmanin parle de choses qui, en fait, dépassent de loin son périmètre d'action du ministère de l'Intérieur montre bien aujourd'hui qu'il y a un problème de positionnement. Et alors, pour les Français qui nous écoutent, pour les Français qui nous écoutent et qui découvrent peut-être les propos de Gérald Darmanin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un vent de panique à l'aube des Jeux Olympiques de 2024 ? Mais forcément, parce que là, Qu'est-ce qu'on comprend de ces propos ? On rappelle aux Français ce qui s'est passé en 2015. Et on leur dit ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'on a les Jeux Olympiques en 2024, mais avant, on a le mondial de rugby. Oui. Donc, et on a vu quelles étaient, entre guillemets, les faillites de la sécurité lors de la dernière Champions League au Stade de France et tout ce qui s'est passé avec les supporters anglais. Donc effectivement, j'ai du mal à comprendre
politiquement, on peut effectivement comprendre le positionnement de Darmanin, mais ni le moment, ni peut-être le besoin pas d'alerter, mais de faire peur. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, parler du Bataclan, ça résonne d'une façon particulière encore aujourd'hui en France. Adeline Bercept. Oui, c'est ce que font beaucoup de politiques, malheureusement, agiter la peur sur tous les sujets. Maintenant, sincèrement, je pense que les Français ne vont pas être pris de panique en entendant ces propos, dans le sens où je pense qu'il est quand même intégré dans la société, que la menace terroriste est là et toujours là. Et franchement, c'est dans nos quotidiens. Quand on rentre dans n'importe quel immeuble, on doit passer par un portique de sécurité, etc. On ne l'oublie jamais. Moi, j'ai vécu en Espagne juste après les attentats de Madrid, où ces mesures de sécurité, elles n'étaient pas du tout présentes en France. Et quand je suis arrivée en Espagne et qu'à la gare d'Atocha, par exemple, on devait passer sous les portiques de sécurité, mais j'ai été traumatisée de ça. Je le voyais comme une forme d'arrêt de ma liberté, finalement. Et puis, on s'est tous habitués. Et ça fait maintenant des années et des années qu'on vit comme ça, non seulement en France, mais bien sûr en Espagne. Et l'Espagne avait connu le terrorisme de l'ETA auparavant, donc c'est encore une autre histoire. Et un peu partout en Europe. Donc franchement, je ne pense pas que les Français soient paniqués. Je pense qu'ils parlent effectivement à son électorat et probablement il espère parler à l'électorat de Marine Le Pen et je pense qu'il fait du Sarkozy en un peu plus pâteau. Voilà. Et alors Paolo Levi, question très naïve, est-ce que la coopération et le soutien américain peuvent nous aider à nous prémunir de cette menace terroriste? Mais certainement, il est fondamental la coopération avec les États-Unis et l'Europe sur cette question. De quelle manière? Elle est nécessaire parce que les États-Unis disposent aussi de toute une série de renseignements aussi qu'on n'a pas et vice-versa. Donc ça, c'est très important. Et donc, d'un côté, on doit prendre au sérieux les propos de Darmanin, rien parce que s'il y a quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire. Mais donc, il nous oblige tous à prendre très, très au sérieux ce qu'il dit. Et après, s'il y a derrière ça des arrière-pensées politiques, etc., nous, en Italie, on a été très, très étonnés il y a 10 jours pour ces déclarations tornitruantes contre Giorgia Meloni. Elle a dit incapable de gérer la question migratoire. Là aussi, avec un mauvais timing, parce qu'après la crise de l'Ocean Viking, Paris et Rome ont fait des efforts incroyables pour chercher de se ressouder, parce qu'il y a des dossiers bien plus importants de réforme européenne où nous sommes complètement en accord et nous pouvons vraiment changer la donne en Europe ensemble, comme en 2020 on l'a fait avec le plan de relance. Donc, cette déclaration de Darmanin était, si on la voit sous un prisme quelque part d'intérêt égoïste personnel, on peut la comprendre. Mais si on la voit sous un prisme d'intérêt supérieur de la France, de l'Italie et de l'avenir européen, je pense que les inconvénients sont bien majeurs que les avantages. Il a de plus en plus une attitude... On peut dire que Paolo, que Mme Meloni n'a pas du tout apprécié ses propos et a considéré que c'était plus des problématiques de politique intérieure plutôt que de politique européenne. En fait, Meloni, elle a réagi très bien. Elle a dit, écoutez, moi, je ne veux même pas l'entendre, ce qu'il a dit. Je pense que c'est des affaires à lui, de politique intérieure. Moi... je parle avec Emmanuel Macron et on coopère sur tous les dossiers, on cherche de coopérer, alors qu'ils sont dans deux familles politiques complètement opposées. Donc, parce que la France et l'Italie ont compris qu'aujourd'hui, au-delà des clivages politiques, ont un intérêt supérieur, parce qu'ensemble, on a fait des choses extraordinaires. Le plan de relance, la réforme du pacte de stabilité, pour en citer que deux, c'est vraiment des avancées majeures pour l'Europe. Donc, et ici, à Paris, dans ce studio des Informés, nous allons faire rebaisser un tout petit peu la pression en partant à Cannes. Ce sera tout de suite après le Fil Info. Il est 20h50, le Fil Info de Damien Mestre. Une marée jaune et noire déferle en ce moment dans le centre-ville de La Rochelle, marée de supporters de rugby dont certains se jettent même carrément dans le vieux port de la ville. Le Stade Rochelais s'impose ce soir en finale de la Champions Cup, la grande compétition européenne, victoire pour la deuxième année consécutive face
À nouveau aux Irlandais du Leinster, victoire au bout d'un match totalement épique. Les Rochelais s'imposent à la toute fin de la rencontre 27-26. La préfecture de l'Indre met en garde les festivaliers du Technival contre les morsures de vipères. Un participant s'est fait mordre aujourd'hui, il a été évacué à l'hôpital. 320 gendarmes sont toujours mobilisés dans ce village de Villegongy près de Châteauroux. Les autorités attendent 30 000 personnes ce soir. Elles participent à ce rassemblement musical interdit qui a débuté il y a 2 jours et doit se poursuivre demain. 2 personnes sont toujours entre la vie et la mort à Paris après l'effondrement d'un balcon hier, un couple qui a fait une chute de 5 étages. La justice a ouvert une enquête pour blessures involontaires. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque djihadiste fait 12 morts, cette fois-ci dans l'ouest du pays à la frontière avec le Mali. Depuis quelques semaines, les attaques violentes se multiplient dans le pays depuis 7 ans. Ces violences ont fait plus de 10 000 morts selon les ONG. Et puis en cyclisme, c'est le premier Français depuis 1999 à vêtir le maillot rose sur le Tour d'Italie. Bruno Armirail prend ce soir la tête du classement général avec un peu moins de 2 minutes d'avance sur le Britannique Geraint Thomas. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. C'est certainement l'événement de ce 76e Festival de Cannes, la projection du dernier film de Martin Scorsese qui réunit ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Il est projeté en ce moment, ce film, à Cannes. Alors rassurez-vous, chers informés, je ne vais pas vous demander une analyse fine, cinématographique, mais avec vous, je voulais revenir sur un moment qui, me semble-t-il, a été finalement peu commenté. C'était lors de la cérémonie d'ouverture, quand Catherine Deneuve a pris la parole. On l'écoute. Je pense beaucoup à l'Ukraine. Avec les mots de la poétesse Lesia Ukrainka. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Merci. L'Ukraine, qui était donc tout de suite sur la scène du palais du Festival de Cannes. Est-ce que, Paolo Levi, on a commenté ces mots de Catherine Deneuve en Italie, par exemple ? Mais oui, en Italie, il y a un intérêt très, très, très profond pour le Festival de Cannes. Vraiment, chaque année, on suit le Festival de Cannes de partout, dans tous les médias. On parle que de ça. Cette année, en plus, on a 3 films en compétition officielle. Nanni Moretti, Marco Bellocchio et une jeune réalisatrice, Alice Rohrwacher. Donc, le Festival de Cannes, dans l'imaginaire collectif italien, c'est vraiment un rendez-vous majeur de l'agenda de l'année. C'est vraiment un grand rite aussi pour nous. Nous avons fait l'histoire du Festival de Cannes avec des films de Fellini. Je pense par exemple à Dolce Vita, qui avait gagné la Palme d'Or. Mais voilà, c'est vraiment un festival qu'on sent très très proche et c'est très important, comme a fait mademoiselle Catherine Deneuve, d'utiliser aussi cette scène, cette visibilité pour dénoncer la guerre qui est revenue en force dans le cœur de l'Europe et voilà, être aux côtés des Ukrainiens. Patrick Martin-Genier, c'était la place de ce poème de la poétesse ukrainienne. C'était une place légitime. Ah oui. Pour l'Ukraine, d'être là avec le monde du cinéma? Incontestablement, je réponds oui, sans aucun doute. Le monde de la culture, évidemment, est un monde très, très médiatique. Des artistes qui s'engagent pour la liberté, l'indépendance du cinéma, des œuvres, de l'art. Et il ne faut jamais oublier que des artistes, de nombreux artistes sont morts en Ukraine, dont un chef d'orchestre qui a été assassiné à Kherson. Pourquoi ? Parce qu'il avait refusé de porter allégeance à la Russie. Lorsque la culture peut aider, justement, un peuple à résister, il me semble, c'est très important. Regardez ces scènes symboliques de pianistes, des gens qui font du piano dans le métro à Kiev ou dans des ruines. Partout, la musique, la culture est aussi un élément de résistance. Et il me semble que Madame Deneuve a eu tout à fait raison de faire ce qu'elle a fait. Vous êtes d'accord, Juan José Tout à Dorado? fait, parce que l'année dernière, Zelensky a dit une phrase à un moment donné, quand il a parlé au festival, lors de son message, il a dit « Est-ce que vous, le monde du cinéma, vous allez vous taire ou vous allez parler ?» Et aujourd'hui, c'est par la voix de Catherine Deneuve que le monde du cinéma et le monde en général parle. Ce qu'elle a fait, c'est très beau, c'est très joli. Beaucoup, on a découvert cette poétesse ukrainienne que personne ne connaissait, parce que c'est un poème de la fin du 19e. Donc,
Ce qui a été fait a été très bien fait, donc il n'était pas là, mais Catherine Deneuve a très bien représenté les sentiments de tous ceux qui pensent à l'Ukraine aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Paolo Levi, c'est très suivi en Italie, le Festival de Cannes. Est-ce qu'en Espagne, c'est pareil? Énormément. On a tous des correspondants sur place, envoyés spéciaux, d'autant plus... Est-ce que, comme chez nous, toutes les émissions sont à Cannes, sauf nous? Mais... Non, pas toutes les émissions à Cannes, mais il y en a beaucoup d'envoyés spéciaux qui sont là-bas. Vous avez cité l'importance pour l'Italie de Cannes, mais aussi pour l'Espagne. Il y a Buñuel, il y a Almodóvar. Bien sûr, on a des films qui ne sont pas en compétition, mais aujourd'hui, par exemple, parce que qu'est-ce que c'est Cannes? Hormis le festival, c'est un gros festival, mais c'est aussi un marché. Et l'Espagne est d'ailleurs le pays invité d'honneur du marché international du film qui se déroule donc au Festival de Cannes. Et en tant qu'Italien résident à Paris, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que Chiara Mastroianni, donc la fille de Catherine Deneuve et d'un géant du cinéma italien, Marcello Mastroianni, soit cette année maîtresse de cérémonie. C'est un symbole magnifique. Non, le Festival de Cannes, pour nous les Italiens, avec Venise, avec la Mostra de Venise, c'est vraiment l'événement majeur du cinéma. Et le dernier mot, parce que nous sommes galants aussi, pour Adeline Percept. Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Paolo. J'ai trouvé le duo entre Catherine Deneuve, qui de toute façon prend toujours de la hauteur sur les sujets. Elle est un mythe, mais ça se construit, un mythe. Et sa fille, Chiara Mastroianni. Elles ont formé un duo et j'ai trouvé que Chiara Mastroianni avait eu raison de rappeler les racines, la création du Festival de Cannes. En 1939, né d'une révolte, ce festival, dans un contexte de montée des fascismes partout en Europe. Et du coup, bien sûr qu'il y avait une place prépondérante pour parler de l'Ukraine et pour parler des combats que la culture doit mener face à la guerre. Et il est temps, on va finir sur ces belles paroles, Adeline Percept. Il est temps déjà de conclure cette émission. Merci beaucoup, merci à tous les quatre et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur France Info.